L'iPhone 16, c'est lui. Quoi? Mais c'est quoi la différence avec l'iPhone 15? Si vous avez un iPhone 15 pour un iPhone 14, n'achetez pas l'iPhone 16. Cette année, plus que jamais, Apple se contente de petites mises à jour pour ses nouveaux iPhones, avec beaucoup de promesses sur l'avenir, mais qui, pour l'instant, peinent à justifier le changement de génération. Ça fait une semaine qu'on teste les iPhone 16 sur Numérama, et dans cette vidéo, on va se demander si ça vaut le coup de choisir les nouveaux smartphones d'Apple plutôt qu'un iPhone 15 ou 14, neuf ou d'occasion par exemple. À titre perso, ça fait 1 an que j'utilise l'iPhone 15 Pro Max, et je dois vous avouer que cette génération me laisse extrêmement partagé sur un point essentiel, la température. J'ai eu des problèmes tout l'été avec un téléphone bouillant en permanence, avec une autonomie qui s'effondre assez vite, et à en croire les témoignages des utilisateurs d'iPhone 15 sur Twitter, je ne suis pas le seul. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'au lancement de l'iPhone 15 l'année dernière, Apple avait eu un gros problème de température. La marque s'était excusée et avait publié un correctif logiciel qui avait en effet diminué la température des iPhone 15, mais qui malgré tout fait que ce téléphone peut surchauffer quand il est en extérieur, quand il charge, etc. Sans surprise donc, la température, c'est un point essentiel de cette génération des iPhone 16. Évidemment, Apple ne peut pas trop le mettre en avant, ils ne peuvent pas dire on a tout changé parce que c'était pas bien avant, parce que ça serait reconnaître que c'était pas vraiment bien avant, mais il y a des changements. Pour m'assurer de bien tester les iPhones, j'ai fait un choix cette année, c'est que j'ai fait une clean install, c'est-à-dire que je n'ai pas restauré ma précédente sauvegarde afin de ne pas pouvoir éventuellement accuser ma sauvegarde en cas de problème. L'idée est de repartir de zéro sur de bonnes bases pour vérifier que l'iPhone a bien réglé ses problèmes. Du coup, j'ai tout reconfiguré manuellement sur mon iPhone, ça a été super long, je peux vous dire que reconfigurer 150 applications une par une, bah ça prend du temps. Maintenant, le résultat, il est plutôt encourageant. Ce que j'ai constaté, c'est que la température sur l'iPhone 16, elle est désormais répartie à l'arrière. Avant, sur l'iPhone 15, vous aviez la puce à droite de l'appareil photo qui chauffait et qui propageait la température sur tout le téléphone, y compris sur les bordures qu'on tient dans la main. Avec la génération iPhone 16, la température, elle reste au dos, elle monte même au niveau de l'appareil photo. Par contre, sur les bordures en bas du téléphone, il n'y a quasiment plus rien. Ce n'est pas froid, c'est généralement tiède. Maintenant, ça ne crame pas les doigts. Tout ça, ça a un impact sur l'utilisation qui est super positif dans le sens où, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu enchaîner 5-6 jours avec un iPhone sans problème de température. C'était agréable à utiliser. Et au niveau de l'autonomie, je suis un petit peu partagé parce qu'Apple revendique avec le 16 Pro Max la meilleure autonomie de l'histoire de l'iPhone. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup mieux qu'avant, mais pas non plus incroyable. Notamment l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 15 Plus l'année dernière qui donnait 2 jours sur une seule charge facilement. C'est aussi le cas du 16 Plus, j'ai un petit peu plus utilisé ce week-end notamment, et il tient vraiment bien, il termine la journée autour des 40-50% facilement. Par contre, le 16 Pro Max, je termine la journée autour des 20%. Certes, j'ai une grosse utilisation, mais il consomme, il chauffe un petit peu toujours, donc c'est pas parfait. Maintenant, la différence entre un 16 Pro Max et un 15 Pro Max, c'est que le 15 Pro Max, j'avais besoin de le recharger si je prenais beaucoup de photos, et ça a l'air de ne pas être le cas avec le 16 Pro Max, donc on dirait qu'Apple a réglé ce problème essentiel, et c'est bête, mais ça peut être une raison à part entière de préférer l'iPhone 16 à l'iPhone 15. Tant qu'on parle de l'autonomie, autant parler de la recharge. Alors ça fait partie des points mis en avant par Apple. La recharge MagSafe sans fil, elle est désormais plus rapide. Je dois vous avouer que je ne comprends pas à quoi ça sert. Parce que la recharge MagSafe, c'est généralement une recharge de confort, celle qu'on va utiliser le soir avant de dormir pour avoir une sorte de table de chevet connectée. Et donc on n'a pas besoin que ce soit rapide. Au contraire, la rapidité, ça endommage la batterie. Par contre, d'après quelques rumeurs, et même si Apple n'a rien dit, l'iPhone est plus rapide au niveau de la recharge filaire. On parle de 45 watts au lieu de 29 watts avant. Donc ça, j'ai voulu le vérifier et j'ai fait des mesures en notant toutes les 5 minutes le pourcentage de batterie avec un iPhone qui rechargeait de 0 à 100%. Et mon constat, il est hyper décevant. C'est que certes, l'iPhone 16 va beaucoup plus vite au début. En 5 minutes, il est à 11% alors que l'iPhone 15 était à 6%. Par contre, sur toute la recharge, ils avancent au même rythme. Donc on va juste économiser 10 minutes sur une recharge intégrale qui prend toujours plus d'1h30. La bonne nouvelle par contre, et ça confirme la première impression du début, c'est qu'il chauffe beaucoup moins pendant la recharge. Alors oui, si vous mettez la main au dos de manière aplatie, vous allez voir que le téléphone est chaud. Par contre, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème, alors que jouer à un jeu vidéo sur un iPhone 15 Pro en charge, fallait être courageux. Du coup, autonomie, recharge et température, sans doute le point le plus intéressant de cette nouvelle génération, parce qu'Apple semble aller de l'avant et faire les bons changements. Donc là-dessus, particulièrement si vous prenez un modèle Pro, je pense que c'est une bonne raison de choisir un 16 Pro. Dans le cas du 16 et du 16 Plus, la différence est très minime parce qu'il n'y avait pas vraiment de problème l'année dernière. Et au niveau de l'autonomie, malgré les dires d'Apple, je continue d'être convaincu que l'iPhone 16 Plus est le plus endurant des iPhones. Le 16 Pro Max est techniquement meilleur, mais il consomme plus avec son écran 120 Hz, plus de luminosité, etc.
Bon, évidemment, il n'y a pas que la température et l'autonomie avec les iPhones, il y a aussi pas mal de nouveautés cette année et on va les évoquer, même si elles sont assez minimes. Alors, première nouveauté que je ne pensais pas évoquer un jour, il n'y a plus d'autocollants dans les boîtes. Faites ce que vous voulez de cette information. Deuxième nouveauté sur laquelle on va aller très vite, c'est les écrans. Alors ils sont toujours super beaux, super lumineux, encore plus que les années d'avant, mais bon ça c'est pas tellement une nouveauté, Apple nous a habitués au haut de gamme, et sur les 16 et 16 Plus, c'est exactement la même chose qu'avant, au niveau du format en tout cas. Au niveau du 16 Pro et du 16 Pro Max par contre, on a la première augmentation de taille depuis l'iPhone 12, alors ça c'est plutôt intéressant, on passe de 6,1 à 6,3 pouces sur le petit modèle, et de 6,7 à 6,9 pouces sur le grand modèle, et comme je vous le confiais lors de ma prise en main à Cupertino au siège d'Apple, je ne vois absolument pas la différence. Après plusieurs années sur un modèle Pro Max, j'ai vraiment l'impression que c'est exactement la même taille. Certes, si je les mets l'un sur l'autre, je vois que ça dépasse très légèrement, mais vraiment, ça ne change rien du tout au quotidien. Par contre, et ça je m'en étais pas tellement rendu compte lors de la prise en main, les bordures, on voit la différence. On va pas se rendre compte qu'on a un téléphone plus grand, par contre à chaque fois qu'on a l'iPhone 16 Pro Max en main, on a vraiment passé un gap supérieur en termes de finesse des bordures. C'est super petit, super symétrique, super joli à regarder. Moi j'utilise pas mal mon téléphone en GPS sur mon scooter et à chaque fois que je regarde le GPS, je me rends compte qu'il n'y a plus de bordure du tout, en tout cas quasiment plus. Voilà, c'est tout pour les écrans, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de différence. Ensuite, on peut parler des nouvelles puces. Sur les iPhone Pro, on a l'A18 Pro, qui est la version la plus haut de gamme des puces d'Apple, et sur les iPhone 16 et 16 Plus, on a la puce A18. C'est la première fois depuis 2 ans qu'Apple met une puce de nouvelle génération sur ses nouveaux iPhones standards. Sur cette fameuse puce A18, j'ai pu lire énormément de bêtises sur les réseaux sociaux ces derniers jours, notamment chez les haters d'Apple qui disent que la A18 est juste une A17 Pro avec un nouveau nom. Donc j'ai fait des tests et c'est pas du tout le cas. C'est plutôt cool de voir ça en fait. La puce A18 est vraiment meilleure que la A17 Pro, donc en gros, l'iPhone 16 est plus puissant, plus compétent, plus capable que l'iPhone 15 Pro. Ce qu'on constate quand même au niveau des tests, c'est que la partie graphique est globalement la même. Par contre, que ce soit sur le CPU et particulièrement le NPU qui va gérer la partie intelligence artificielle, il y a vraiment une montée en puissance cette année. Ça me laisse presque penser que l'iPhone 15 Pro et Apple Intelligence c'était vraiment une solution de bidouille et que ce sont les iPhone 16 les premiers téléphones conçus pour l'IA chez Apple. Et puis évidemment, sans surprise, la puce A18 Pro des iPhone 16 Pro, elle est encore plus puissante. Moi, je m'attendais à ce que ce soit la même chose que la A18 avec juste plus de cœur, mais en réalité, même en performance single core, elle est meilleure. Donc j'ai tendance à dire que la puissance sur les téléphones est assez inutile parce qu'aujourd'hui tous les téléphones peuvent tout faire, mais il faut reconnaître que contrairement à ce que certains ont pu laisser entendre ces dernières semaines, Apple a vraiment fait de nouvelles puces haut de gamme plus puissantes, c'est pas juste la même chose recyclée. Parmi les nouveautés sur ces puces, on a 8 Go de RAM partout, ça va augmenter la fluidité du téléphone en plus de l'intelligence artificielle. Et ça, Apple ne l'a pas beaucoup mentionné lors de la keynote, mais il y a désormais une gestion matérielle de l'indicateur d'utilisation de la caméra et du micro. Alors qu'est-ce que ça veut dire en français? En gros que si une application utilise le micro à votre insu, elle est obligée de le déclarer à la puce et la puce va afficher le petit point sur l'écran. On ne peut plus truquer ça d'un point de vue logiciel, donc c'est impossible de vous espionner sur un iPhone. Sur les puces, Apple fait donc du Apple, c'est très bon. Seul bémol qui m'énerve toujours autant, c'est que les iPhone 16 et 16 Plus, c'est de l'USB 2.0, donc c'est lent, alors que sur les iPhone Pro, c'est de l'USB 3.2 Gen 2, qui est très rapide. Je ne comprends pas pourquoi Apple fait ce choix-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de sens dans l'industrie. On va commencer maintenant à parler des boutons, d'abord avec le bouton Action qu'on avait vu sur l'iPhone 15 Pro l'année dernière, qui maintenant est sur toute la gamme. Alors le bouton Action, qu'est-ce que c'est? C'est globalement le remplaçant de l'interrupteur sonnerie silencieux. En gros, vous faites ce que vous voulez, le constat d'Apple est le suivant, les gens n'utilisaient pas le bouton pour passer du silencieux au sonnerie, il restait toujours en silencieux. Ce qui est marrant, c'est que moi l'année dernière, je l'avais utilisé pour l'appareil photo, et vraiment j'avais pris le réflexe de l'utiliser dès que je voulais prendre une photo. Maintenant qu'on a un bouton appareil photo dédié, ça me sert plus à rien, donc j'ai dû réfléchir à comment l'utiliser, et en fait, c'est pas vraiment facile de trouver des idées. La plupart de nos habitudes, on les a déjà avec le tactile et un bouton dédié, c'est pas forcément utile. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai configuré sur l'application ChatGPT aujourd'hui en attendant d'avoir un vrai Siri sur iPhone. Donc voilà, ça peut me faire gagner du temps pour des questions rapides, mais j'avoue que je l'ai pas beaucoup utilisé pendant le test et je ne comprends toujours pas pourquoi on peut toujours le configurer pour la photo, ça sert à rien. Et justement, parlons de ce deuxième bouton, le bouton Caméra Control ou contrôle de l'appareil photo en français, pas sûr du nom Apple. Donc un petit rappel sur son fonctionnement, c'est un vrai bouton sur le côté, pas un bouton tactile, contrairement à ce que certains ont pu dire, c'est un bouton qui peut s'enfoncer, qui peut cliquer, mais ce bouton a aussi une surface tactile qui va permettre de faire des gestes. L'idée c'est que vous choisissez une application appareil photo par défaut, ça peut être l'appareil photo, ça peut être Snapchat, et quand vous appuyez sur le bouton une fois, ça lance l'appareil photo, quand vous appuyez fort, ça prend une photo, quand vous restez appuyé dessus longtemps,
ça prend une vidéo, et si vous faites un double tap léger sans appuyer trop fort, vous allez avoir les commandes qui apparaissent. Ça peut être le zoom, les styles photographiques, le choix de l'appareil photo, et vous pouvez défiler avec le tactile, puis valider avec un léger clic, et appuyer fort pour prendre une photo. Alors comme ça, c'est pas évident, mais on comprend assez vite comment ça marche, c'est pas si compliqué, et dans un second temps, on pourra faire la mise au point avec ce bouton, comme sur un vrai appareil photo réflexe, et utiliser une technologie comparable à Google Lens sur iPhone pour reconnaître un animal ou une plante par exemple. Que penser de ce bouton caméra contrôle? En fait, mon avis là-dessus, il a changé pas mal de fois. Au début, je trouvais ça inutile. Puis, quand je l'ai découvert, je me suis dit « Ah ouais, c'est super cool, ça marche super bien. » Et puis, au fur et à mesure du test, je me suis rendu compte qu'il me faisait perdre du temps. Jusqu'à maintenant, j'avais l'habitude pour zoomer d'utiliser mon pouce sur l'écran et de toucher les options zoom. Aujourd'hui, je suis obligé d'appuyer 2 fois sur un bouton, de choisir zoom, de valider, de rezoomer, de cliquer 2 fois, puis d'appuyer. Le temps perdu est assez colossal, d'autant plus que je me suis rendu compte que si vous faites apparaître les contrôles sur le côté, vous pouvez aussi les toucher avec le doigt et que c'est beaucoup plus rapide qu'avec le bouton. Aussi, alors certes on est au début de l'iPhone 16, j'ai eu des bugs. Par exemple, cette histoire de double pression, elle n'a pas toujours marché. Parfois quand j'appuyais légèrement, ça prenait quand même une photo, malgré le fait que j'utilisais le bouton correctement, il a fallu redémarrer le téléphone. Au quotidien, vraiment, ce bouton est utile seulement pour prendre des photos et pour lancer l'appareil photo. Pour ça, je vais continuer à l'utiliser, sans doute même tous les jours, mais je vais juste appuyer dessus une première fois, prendre ma photo, ranger le téléphone, et je pense que les contrôles tactiles, je ne les utiliserai jamais. Donc voilà, la nouveauté est assez cool, c'est du Apple, c'est bien implémenté, mais c'est assez rare aussi de voir Apple faire une nouveauté qui se destine finalement à 1% des utilisateurs, et je pense qu'on est exactement sur cette catégorie de nouveautés. Je me demande si ça va durer 10 ans, est-ce qu'on va avoir un bouton caméra contrôle pendant 10 ans sur les iPhones, ou si dans 1 ou 2 ans, comme Apple a déjà pu faire dans le passé avec des technologies comme 3D Touch, avec la Touch Bar, ils vont juste revenir en arrière et se rendre compte que c'est beaucoup de composants pour pas grand chose. Et l'appareil photo en lui-même, du coup, ça donne quoi? Alors, il y a quelque chose d'assez constant chez Apple depuis quelques années, c'est qu'ils ne sont jamais les meilleurs en rien, mais qu'ils sont très bons en tout. Alors laissez-moi expliquer cette phrase. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez un téléphone Samsung Ultra, vous avez le meilleur zoom du marché. Vous prenez un Pixel, vous avez les options les plus cool, vous avez un mode astrophotographie exceptionnel, mais par contre, il va pas forcément être hyper bien équilibré surtout. Avec les iPhone 16 comme 16 Pro, Apple fait du très bon partout. Il n'y a aucun moment où je me suis dit que mon iPhone n'était pas assez performant pour faire des photos. Par contre, il y a plein de choses qu'il ne sait pas faire. Il ne peut pas ajouter quelqu'un dans un selfie de groupe, il ne peut pas modifier l'expression sur un visage, il ne peut pas faire de super photos des étoiles facilement avec une exposition sur plusieurs minutes. Mais bon, au quotidien, en vacances, ça reste quand même les meilleurs téléphones du marché. Le seul truc sur lequel Apple domine vraiment la concurrence, c'est la vidéo, avec 2 nouveautés très cool cette année. La première est l'arrivée du 4K 120 fps qui, malheureusement, se destine une nouvelle fois aux vrais professionnels, à 1% des utilisateurs, mais qui s'accompagne d'un truc assez cool, c'est la possibilité d'ajouter un ralenti a posteriori sur ce qu'on veut. L'idée, c'est que si vous filmez tout le temps en 60 fps, eh bien vous pourrez ralentir quelque chose de cool qui s'est passé dans la vidéo en le passant en 24 fps sans avoir à filmer depuis le mode ralenti. Sur les iPhone 16 Pro, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Audio Mix et qui utilise les 5 micros du téléphone pour reconstituer le son. Là, vous m'entendez super bien, mais si on la désactive, vous allez voir qu'en réalité, il y a plein de bruit aux alentours et que cette fonction pourrait sauver pas mal de gens. Il n'y a pas vraiment de changement majeur sur la photo entre le 15 et le 16, à part sur les 16 et 16 Plus qui désormais ont un vrai appareil photo macro, ce qui est une bonne nouvelle. Sur les iPhone Pro, la vraie nouveauté, c'est le passage d'un capteur de 12 à 48 mégapixels sur l'ultra grand angle. Je ne vous cache pas que je suis très déçu. Pas dans le sens où les photos sont mauvaises, mais dans le sens où les photos ne sont pas tellement meilleures. J'ai vu chez Huawei notamment ces dernières années de l'ultra grand angle avec un super grand capteur, avec des photos aussi bonnes que sur un capteur principal. Là chez Apple, les angles sont toujours déformés et quand on zoome, c'est toujours pixelisé. Mais bon, c'est quand même un petit peu mieux, notamment au niveau de la lumière. Et la meilleure nouveauté finalement, elle est assez logicielle. C'est les fameux styles photographiques qu'on avait déjà vus ces dernières années, mais qui désormais marchent a posteriori. J'ai pas mal d'exemples de photos que je prends en mode standard et après en jouant avec les couleurs, je peux faire des rendus super jolis. C'est comme des filtres sur Instagram, mais en mieux, parce que ça ne va pas mettre un filtre sur toute la photo, mais uniquement sur les couleurs qu'on veut changer, ce qui fait que, pour le coup, ça fait des photos très jolies. Autre nouveauté, le zoom .5 est désormais aussi sur le petit iPhone 16 Pro, donc on n'est plus obligé de prendre le grand modèle si on veut faire des photos de super loin. Et enfin, la dernière nouveauté, alors ceux qui me connaissent et ceux qui connaissent mes tests savent que c'est quelque chose que je ne fais jamais d'habitude, c'est les couleurs. Alors oui, c'est un peu une fausse nouveauté, je vais aller très vite là-dessus, mais je pense quand même qu'avec
qu'avec un rose comme celui-là et avec les bleus et verts qu'Apple a fait, c'est une raison à part entière pour certaines personnes de changer d'iPhone, et c'est là où ils sont très forts. C'est une marque qui joue avec les codes du luxe depuis des années, et je pense que ça va marcher. Par contre, sur les modèles Pro, vraiment il est temps de faire quelque chose. On a le droit, en tant qu'utilisateur d'iPhone Pro, d'avoir des couleurs un petit peu plus vives, un petit peu plus joviales que ces trucs qui sont toujours très fades. Et enfin, troisième partie, Apple Intelligence. Apple Intelligence, c'est une suite de fonctions logicielles présentée par Apple en juin et qui est seulement disponible aux États-Unis pour l'instant. Avec Apple Intelligence, on peut faire plein de choses. On a des notifications qui sont résumées automatiquement par une IA, ce qui fait qu'on ne va pas avoir message, 5 messages, mais message, votre mère dit ça, votre copine dit ça, votre frère dit ça. On n'arrivera pas en Europe. C'est nul! Ce qui se passe avec Apple Intelligence en Europe, c'est vraiment pas clair du tout, parce qu'Apple dit se méfier d'incertitudes réglementaires provoquées par la réglementation européenne, et l'Europe me dit, quand je leur pose la question, que eux ne voient aucun problème à Apple Intelligence et qu'ils ne comprennent pas pourquoi Apple bloque le système. Ce qui est sûr, c'est que l'Europe, elle fait des enquêtes sur l'IA, elle a récemment ouvert une enquête sur Google, et que tout laisse penser qu'Apple se méfie par excès de prudence, pour embêter l'Union européenne aussi, mais du coup, ça crée pas mal d'incertitudes pour nous utilisateurs européens, parce que plein des nouveautés exclusives des iPhone 16, on va pas les avoir de suite et on n'est même pas sûr de les avoir un jour. Pour ma part, j'ai envie de vous dire qu'il faut fermer les yeux là-dessus. Pas dans le sens où on ne doit pas s'en plaindre, il faut s'en plaindre, cette situation est assez problématique pour les utilisateurs européens qui payent le même prix que les utilisateurs américains pour moins de fonctions, mais parce que de ma compréhension, de ce que j'ai pu discuter avec Apple, Apple Intelligence va arriver sans doute en 2025 en Europe. Le problème est qu'Apple ne peut pas s'engager là-dessus pour l'instant. En fait, ce que me dit Apple, c'est que même si vous achetez l'iPhone 16 aujourd'hui sans Apple Intelligence, l'idée est que les nouveautés qu'il aura avec iOS 19, iOS 20, iOS 21 qui passeront par Apple Intelligence, les modèles européens finiront bien par les avoir, là où les iPhone 15 et les anciens modèles ne les auront pas. Donc rien que pour ça, ça peut valoir le coup de choisir ces modèles-là aujourd'hui. Maintenant, il est clair que les décisions d'Apple sont extrêmement compliqué à accepter parce qu'on ne comprend pas pourquoi Apple décide de faire ça aussi violemment, pourquoi certaines fonctions sont bloquées alors qu'elles n'ont pas l'air de poser problème. Par exemple, avec Apple Intelligence, vous avez l'outil Cleanup qui permet de supprimer quelqu'un d'une photo. Et je ne comprends toujours pas le rapport avec l'Union européenne, en quoi l'Europe serait contre la modification d'une photo. La décision d'Apple de faire un seul pack unique de fonctions, elle crée des limites techniques qui sont assez inacceptables en Europe. Elle ne m'inquiète pas sur le long terme, mais c'est clair que si vous voulez un téléphone un petit peu plus drôle aujourd'hui, Samsung et Google font déjà des choses avec 2 liens intégrés, là où il va falloir attendre au moins plusieurs mois sur iPhone. Enfin, dernier point Apple Intelligence, est-ce qu'on peut contourner le blocage en Europe? La réponse est oui, mais c'est assez contraignant. Déjà, il faut mettre son téléphone en anglais et la région de Siri en anglais. Donc si vous avez un abonnement Apple Music par exemple, vous allez le perdre, il va falloir changer de pays et payer en dollars. C'est pas du tout pratique et dès que vous repassez sur un compte français, c'est immédiatement bloqué, à moins d'aller à l'étranger. Conclusion de ce test des iPhone 16, c'est qu'on aurait pu les appeler iPhone 15S, même s'il y a plusieurs nouveautés cool et prometteuses sur l'avenir, notamment avec l'IA pour le jour où ça arrivera en Europe. En fait, on est souvent plus exigeant avec Apple qu'on l'est avec les autres marques et c'est normal, Apple a toujours été un leader du haut de gamme, Apple a toujours fait des produits quasiment parfaits et même s'il n'y a pas beaucoup de nouveautés d'une génération à l'autre, force est de constater que les iPhone 16 sont parmi les meilleurs téléphones du marché, peut-être les meilleurs téléphones en fonction de vos goûts et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à leur reprocher. Au contraire, les points critiques de l'année dernière comme l'autonomie et la chauffe, ils ont l'air d'être réglés ou du moins partiellement corrigés. Aujourd'hui, il est clair que passer d'un iPhone 14 ou un iPhone 15 à un iPhone 16, ça n'a pas grand sens, à moins d'être un immense fan d'Apple, mieux vaut attendre quelques années. Par contre, si vous venez d'un iPhone 11 ou d'un iPhone 12, vous risquez vraiment d'être satisfait, il n'y a pas grand chose à reprocher à ces produits. Dans le cas des modèles Pro, c'est encore plus vrai, il faut vraiment remonter à plusieurs années en arrière pour avoir besoin de changer. Là, les nouveautés sont assez dérisoires. En fait, tout le problème avec Apple, et je l'ai vu pas mal avec les premiers articles, vidéos à chaud qui ont été faits sur les iPhone 16, c'est que les gens comparent toujours les produits d'une année sur l'autre, comme si c'était une bonne manière de penser, comme si le consommateur devait changer de produit tous les ans. Et je pense que c'est une erreur, parce que la réalité, c'est que si vous changez de téléphone une fois tous les 4-5 ans, vous avez plein de nouveautés d'un coup, et l'iPhone 16, vous aurez l'impression que c'est le produit le plus incroyable du monde en termes de nouveautés. Par contre, si vous changez tous les ans, il devrait y avoir un nouvel entrant dans la gamme, un iPhone 17R potentiel, avec un design aussi fin que le dernier iPad Pro. Ça, je demande à voir, parce que ça pourrait secouer un petit peu l'industrie du smartphone. En attendant, à 969 € pour le 16 ou 1229 € pour le 16 Pro, Apple n'augmente pas les prix et propose un produit meilleur que l'année dernière, donc c'est difficilement critiquable. Les iPhone 16 sont de super téléphones, peut-être les meilleurs téléphones du marché aujourd'hui. On vous les recommande vivement, on espère plus de nouveautés l'année prochaine, on n'utilisera sans doute pas le bouton caméra contrôle au quotidien, mais au final, on reste sur de l'excellente qualité.